Mesdames, Messieurs, bonsoir. Beaucoup de couples rencontreraient aujourd'hui des problèmes à concevoir un enfant. Si l'âge est souvent en cause, différentes pathologies peuvent également être à l'origine de l'infertilité, tout comme des facteurs environnementaux ou liés au mode de vie. De plus en plus, on parle du syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que c'est et comment le traiter? On en parle avec le docteur Zaïd Olatundi. Il est gynécologue obstétricien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'infertilité? Bon, l'infertilité, on peut dire simplement que c'est une difficulté à concevoir, à tomber enceinte. C'est tout. Oui, simplement. Bon, l'infertilité, il y a l'infertilité masculine et l'infertilité féminine. Bon, en général, on parle d'infertilité du couple parce que c'est un couple. En général, dans 30% des cas, c'est souvent la femme. Dans 10 à 20% des cas, selon les zones géographiques, l'infertilité du couple est liée à l'homme. Et dans à peu près 40% des cas, c'est les deux en même temps. Voilà. Donc, on va parler d'infertilité, on parlera d'infertilité du couple. On parle d'infertilité du couple. Et quelle différence fait-on alors entre infertilité et stérilité? On va dire que la stérilité, c'est une infertilité qui est irréversible. En fait, simplement, c'est quelqu'un pour qui on ne peut plus rien faire. Et évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'une femme est stérile parce qu'on ne dit jamais, jamais en matière de procréation. Donc, une femme déclarée stérile peut concevoir, parce que comme on ne dit jamais, jamais. Une femme stérile, pour certains, va peut-être réussir à avoir des enfants par une autre technique. Par une autre technique. Voilà. Et quelles sont alors les principales causes de l'infertilité chez la femme? Chez la femme, essentiellement, c'est d'abord les infertilités tubaires, des trompes qui vont être bouchées, les infections, surtout chez nous en Afrique, les infections, les cervicites, les infections du col et du vagin, et les troubles de l'ovulation, tout ce qui est troubles de l'ovulation, essentiellement. Maintenant, on peut avoir tous les troubles qui vont empêcher l'anidation d'un œuf. Ça peut être certains fibromes, ça peut être ce qu'on appelle des synéchies, des accolements en fait des deux murs de l'utérus. Bon, en termes plus simples. En termes plus simples, en fait, des synéchies, c'est en fait déjà l'utérus, c'est un muscle. C'est un muscle et vous avez à peu près deux murs. Et entre les deux, il y a une cavité. Donc, après certains avortements ou certains traumatismes, on peut avoir un accolement en fait de ces deux murs. Donc, il n'y a plus d'espace pour qu'il y ait une nidation. Donc, ce sont ces anomalies qu'on appelle des synéchies ou certains types de polypes, c'est-à-dire ce sont des bouts de muqueuse qui vont pousser à l'intérieur de la cavité et qui vont occuper l'espace et empêcher une nidation. Voilà. Et à part ça? C'est essentiellement ça pour les plus fréquentes. Et l'obésité et autres? L'obésité, oui, mais on ne va pas la compter directement. L'obésité, en général, est souvent accompagnée justement dans les ovaires micropolykystiques. Ça va s'accompagner en fait d'un déséquilibre hormonal, en fait, qui, lui, va être responsable de troubles de l'ovulation. Est-ce que l'infertilité peut être génétique? Par exemple, quand vous prenez une famille, est-ce que ça peut être génétique? Selon la cause, oui. Il y a des causes qui sont génétiques. Il y a des familles où on a des difficultés à tomber enceinte. Mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent avoir une cause génétique et qui vont être responsables d'infertilité. Et quelles sont ces maladies alors? Par exemple, les ovaires micropolykystiques, on incrimine un certain nombre de gènes. C'est la plus fréquente des troubles de l'ovulation. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne prématurée, qu'on appelait avant ménopause précoce. C'est qu'il y a des familles dans lesquelles, dès l'âge de 35 ans, elles sont ménopausées. Voilà, les ovaires ne fonctionneront plus normalement. Il ne faut pas stigmatiser. Voilà. Les ovaires ne fonctionnent plus. Et qu'est-ce qui normalement provoque la ménopause précoce? Il y a des causes génétiques, c'était de ça qu'on parlait tout. En fait, c'est essentiellement, on ne sait pas pourquoi, dans certaines familles, en fait, il faut savoir qu'au début pendant la vie intra-utérine, lorsqu'on a un bébé-fille dans le ventre de sa mère, il y a un stock de follicules, si vous voulez, de petits œufs, qui va être mis en place. Et ce stock varie, si vous voulez, d'une famille à l'autre, d'une femme à l'autre. Donc certains vont avoir un stock réduit et ce stock va être éliminé. À chaque fois qu'on a des règles après, pendant la puberté, il va être éliminé. Donc certaines vont finir leur stock plus tôt okay. Et d'autres plus tard. Maintenant, il y a des familles où le stock il est réduit.
Et Donc, ça, c'est commandé par des jeunes. voilà. Donc, c'est quand c'est réduit qu'on assiste à la ménopause précoce. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du syndrome des ovaires polykystiques. C'est ce dont on veut parler ce soir. Les gens l'appellent souvent également dystrophie ovarienne. Parce que si on parle de syndrome des ovaires polykystiques, les gens ne vont pas bien comprendre de quoi il est question. On parle beaucoup plus de dystrophie ovarienne. Qu'est-ce que c'est? Bon, je ne vais pas me permettre d'appeler le syndrome des ovaires micropolykystiques une dystrophie ovarienne, parce qu'en réalité, si vous voulez, en imagerie, la dystrophie ovarienne, c'est un peu un thème plus large qui regroupe plusieurs types d'anomalies des ovaires. Et la plus fréquente, le syndrome des ovaires micropolykystiques, en fait, est un type, si vous voulez, de dystrophie ovarienne. Il y en a d'autres, mais c'est le plus fréquent et c'est souvent le plus rencontré. Et pourquoi les gynécologues, quand vous finissez votre échographie, la première chose qu'on vous écrit sur un papier, c'est dystrophie ovarienne? Normalement, on devrait être plus précis et dire exactement quel est le type de dystrophie ovarienne, parce que le traitement qui suit dépend du type de la dystrophie et de l'anomalie qu'on a. Ok. Quel que c'est alors le syndrome des ovaires polykystiques? On va dire simplement que c'est un déséquilibre hormonal qui va entraîner des troubles de l'ovulation, qui va entraîner un taux élevé d'hormones mâles, d'androgènes, et ceci va créer l'apparition au niveau des ovaires de petits follicules qu'il y a normalement sur l'ovaire, mais il va en avoir un nombre important. Et d'où le nom de syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est-à-dire qu'on a des microkystes, des tout petits kystes, mais en quantité suffisante. Mais en réalité, ça, c'est juste la conséquence en termes d'image sur les ovaires d'un déséquilibre hormonal. Pendant mes recherches, j'ai lu quelque part que quand on parle du syndrome des ovaires polykystiques, c'est comme si les ovaires se masculinisent, oui. Oui, bon, c'est une façon de présenter la chose. C'est ce que je disais. On a un taux, dans les femmes qui ont des ovaires micropolykystiques, on a un taux d'androgènes. Les androgènes, ce sont des hormones mâles, en fait, qui sont élevés. On a des taux d'androgènes élevés. Donc, du coup, normalement, au niveau des ovaires, qu'est-ce qui se passe? On a des petits follicules au début du cycle menstruel. Et ces follicules, ils vont grandir. Et il y en a un qui va être dominant, c'est lui qui va ovuler au milieu du cycle. Chez les femmes qui ont des ovaires micropolykystiques, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle l'hypothalamus, c'est un peu le chef d'orchestre de tout le système en fait hormonal. Il y a une perturbation, il y a une hormone, ce qu'on appelle la LH, en fait, qu'on va retrouver un peu trop élevée. On sait aussi que le chef du chef d'orchestre, la GnRH, va être perturbée. Bref, simplement, c'est qu'on ne va pas avoir de développement d'un follicule. On ne va pas avoir de développement d'un follicule dominant qui va aboutir à une ovulation, mais on va avoir une accumulation de petits follicules, d'où le nom de syndrome des ovaires micropolykystiques. Donc, c'est des patientes qui ne vont pas ovuler ou qui vont ovuler vraiment rarement, peut-être une fois sur 4 cycles, une fois sur 5 cycles. Donc, quelqu'un qui a ses règles une fois tous les 5 mois, vous comprenez que c'est plus difficile de tomber enceinte. Et quelles sont alors les causes? Les causes, de façon générale, elles ne sont pas bien connues. Elles ne sont pas du tout bien connues, il y a toujours de la recherche dessus. Mais on sait qu'en même temps, il y a un côté génétique parce qu'il y a à peu près une dizaine de gènes qui seraient responsables de ces anomalies au niveau ovarien. On pense qu'il y a un problème à l'intérieur de l'ovaire, donc du coup, il y a un dérèglement. On pense qu'il y a des gènes qui sont responsables. On sait aussi qu'il y a des facteurs environnementaux maintenant, c'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Il y a plein de molécules chimiques que nous consommons tous les jours qui perturbent en fait le système endocrinien, c'est-à-dire le système de ces messagers qu'on appelle les hormones dans l'organisme. Et dernièrement, on sait aussi que certaines femmes qui sont enceintes d'un bébé-fille et qui ont des taux élevés d'une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne. Hormone antimullérienne, c'est une hormone qu'on retrouve normalement chez la femme, mais qui va être un peu élevée pendant la grossesse. Quand vous attendez une fille. Quand vous attendez une fille, on se rend compte que ces filles-là qui ont été exposées à des taux élevés, plus tard dans leur vie, ont tendance à avoir des ovaires
Polykystique. Mais la recherche continue, ce n'est pas encore très clair. Mais j'ai entendu dire également que quand l'utérus reste au repos pendant longtemps, c'est également une cause. Non, le fait que l'utérus reste... Par exemple, il y a des gens qui font des enfants. Bon, je fais un enfant maintenant et bon, j'attends 6 ans avant de vouloir attraper une autre grossesse. Non, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, l'autre élément, c'est qu'il y a la question, parce que c'est très lié en fait au poids aussi. Au poids. Dans beaucoup de cas, il y a les prises de poids importantes vont en fait aggraver ce trouble-là. Donc du coup, il y a des femmes par exemple qui vont avoir des règles régulières pendant un moment et une prise brutale de poids va perturber complètement leur système hormonal et puis on va se retrouver avec des ovaires micropolykystiques. Et exactement, la perte de poids a tendance à améliorer justement la fertilité. Okay. Dans ces cas-là. Donc, quand on est obèse ou bien on a de l'embonpoint, on a du mal à enfanter. Oui, la fertilité. On est beaucoup plus exposé quand même. Plus exposé, oui, en fait. On est beaucoup plus exposé. Et comment cela se manifeste alors? Ah, mais avant ça, j'ai une question. Il paraît également aussi que les avortements, quand vous avortez de façon fréquente, vous êtes également exposé au syndrome. Non, j'ai pas eu trace de ça dans la littérature, pas du tout. J'ai pas eu trace de ça. Les avortements vont entraîner un autre type de problème. Je vous ai parlé tout à l'heure des synéchies. Avant, les gens faisaient beaucoup de curettage. Bon, en tout cas, même de nos jours, des avortements clandestins. Si on introduit un instrument à l'intérieur de l'utérus et qu'on le gratte, on va créer des plaies. On va créer des plaies. Et ces plaies, après, restent vives. Donc, en cicatrisant, les deux murs de l'utérus peuvent se coller. Et ça va donner ce qu'on appelle une synéchie. Et après, il n'y a plus d'espace pour qu'un œuf vienne faire sa nidation. Mais il n'y a pas de rapport avec... le syndrome des ovaires polykystiques. Et quels sont les symptômes alors? Ça va être essentiellement d'abord les troubles du cycle, les troubles des règles. C'est des femmes qui vont voir leur cycle s'allonger 35-40 jours. Dans certains cas, il y a des femmes qui vont faire 5-6 mois sans voir leurs règles. Donc on va sans être enceinte. Sans être enceinte. À chaque fois on fait le test, c'est négatif. On va dire c'est négatif, voilà. Et souvent, on pense qu'on est enceinte parce qu'on a un retard. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent toujours que si je n'ai pas eu mes règles, ça veut dire que je suis enceinte. Donc vous comprenez pourquoi à l'époque des gens disaient que j'ai fait 2 ans dans le ventre de ma maman, aussi ou ça. Donc c'est pas en fait une pathologie qui est récente. Non, je pense qu'elle n'est pas du tout récente. Je pense qu'elle était sous-diagnostiquée avant parce qu'on la connaissait. On n'avait pas le matériel nécessaire pour vivre. Et on ne la connaissait pas. Même là, on ne la connaît toujours pas assez. La preuve, les causes ne sont toujours pas très claires. Donc, au fur et à mesure, il y a de la recherche qui est faite. Donc, quand on est en présence d'absence de règles, il vaut mieux aller voir un gynécologue. On peut déjà faire son test de grossesse à la maison. Si le test est négatif, il faut consulter. Donc, le diagnostic, ça se fait comment? Le diagnostic des ovaires micropolykystiques, il va se faire en consultation. C'est déjà quelqu'un qui va avoir des règles, un cycle irrégulier, un cycle qui s'allonge. Quand on va faire certains dosages hormonaux, on va se rendre compte qu'il y a des taux d'androgènes élevés. Et quand on va faire une échographie, on va voir justement ces microkystes au niveau des ovaires. Voilà. Donc ça va être essentiellement ça. Et quand on vous annonce par exemple que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, est-ce qu'en tant que femme, il faut s'affoler? Je ne pense pas qu'il faille s'affoler. Maintenant, quand on a un syndrome des ovaires micropolykystiques, ça ne veut pas dire que oui, on ne va pas tomber enceinte. Il n'y a que la moitié des femmes qui ont un syndrome des ovaires micropolykystiques qui vont avoir une infertilité. Pas toutes. Qui vont avoir des difficultés à tomber enceinte. Il y a des gens qui ont des ovaires micropolykystiques avec un déséquilibre pas très profond, pas très important, qui vont ne pas avoir des gros problèmes pour tomber enceinte. Donc les conséquences ne sont pas irréversibles? Non, les conséquences ne sont pas irréversibles. En fait, là, si on doit parler des conséquences, à court terme, c'est une difficulté à tomber enceinte, c'est une infertilité. Cette infertilité, aujourd'hui, il y a des moyens de la traiter. Il y a des moyens simples, il y a des moyens qui peuvent être compliqués, parce qu'il y a des cas compliqués. On va y revenir, voilà. Mais par rapport déjà aux conséquences. Les conséquences, en fait, c'est cette infertilité à court terme. Et à moyen, long terme, on sait que, surtout avec le surpoids associé, c'est des femmes qui vont avoir du mal à réguler leur taux de sucre. Donc, il y en a certaines à un certain âge qui peuvent facilement virer vers un diabète.
Et il y en a aussi qui peuvent avoir des complications cardiovasculaires, des troubles en fait de la gestion du gras au niveau de l'organisme et tout ça. Mais si on arrive à bien gérer, la femme qui a ce syndrome peut enfanter. Oui. Et comment se fait alors le traitement? D'abord, quels sont les traitements et comment cela se fait? Bon, de façon grossière, on va voir le traitement quand il y a un désir de grossesse et quand il n'y en a pas. Je vais commencer par quand il n'y a pas de désir de grossesse. En réalité, le traitement n'est que symptomatique. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on va demander à la personne de perdre du poids. Si c'est quelqu'un qui a un indice de masse corporelle élevé, on va lui demander de perdre du poids. Parce qu'on sait qu'une perte de poids de 10% à peu près de la masse corporelle peut permettre à la personne de se réguler, de commencer à ovuler spontanément. L'autre élément, c'est que s'il n'y a pas de désir de grossesse, les pilules qui sont souvent données et tout ça, ce sont des choses qui vont permettre de réguler le cycle artificiellement. Mais c'est un traitement symptomatique, ça ne règle pas le problème à la base. Voilà. Donc on n'est même pas obligé de le faire si ça ne gêne pas la patiente. Ça, c'est quand on n'a pas un désir de grossesse. Oui. Maintenant, quand on a un désir de grossesse, et s'il y a un trouble de l'ovulation, c'est-à-dire qu'on n'ovule pas régulièrement ou qu'on n'ovule pas du tout, ce qu'on va faire, on va devoir stimuler les ovaires avec certains médicaments pour les obliger à ovuler. Maintenant, selon le degré, l'importance du déséquilibre, ça peut être certains médicaments qui ne coûtent pas très cher, qu'on peut trouver dans le marché. Si la majorité des femmes vont répondre à ça, certaines non, on va passer à d'autres médicaments un peu plus coûteux et on peut aller jusqu'à utiliser directement des hormones, la FSH, les injections directement pour apporter les hormones pour stimuler en fait cette ovulation. On peut aussi aller aux techniques de procréation médicalement assistée. Insémination. Fécondation in vitro surtout. Parce qu'en insémination, c'est un peu difficile. Le but, c'est de pouvoir faire ovuler la patiente. Voilà. Mais ça, c'est la dernière solution. Oui. C'est quand tout le traitement ne marche pas et qu'on passe à la fécondation in vitro, si vous voulez. Oui. Et ça se fait au Bénin? Oui, il y a quelques personnes qui le font. Et vous le faites? Je suis en train de me former. Le mois prochain, je serai à Tunis pour ça. Pour ça. Par la grâce de Dieu. Mais bon, quand on parle du syndrome des ovaires polykystiques, on n'en entendait pas parler, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent. Tu vas à l'hôpital, on te diagnostique cela, les dames s'inquiètent et il y en a qui s'affolent même. Qu'est-ce qui explique cette situation? Moi, je pense que ce qui explique ça, c'est peut-être qu'il y a peut-être un manque d'informations suffisantes sur la pathologie. Je pense ce qu'il faut qu'elles comprennent, ce n'est pas une fatalité. La majorité de celles qui vont l'avoir avec de la stimulation ovarienne, si elles décident de maigrir et avec de la stimulation ovarienne, la majorité pourront avoir des enfants. C'est vrai qu'après, les traitements peuvent être coûteux selon le type de l'importance du type de médicament qu'on va utiliser. L'autre côté, il y a un accompagnement psychologique aussi qui est important parce que quand vous essayez une dose que ça ne marche pas, il faut attendre encore un mois, essayer un nouveau protocole. Des fois, ça peut prendre 6 mois. Le temps passe. Alors il y a le stress. On est impatiente, la pression sociale, la belle famille, pourquoi, si ça. Monsieur aussi qui n'est pas patient non plus. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a un suivi psychologique aussi qui est absent chez nous. Dans certains pays, c'est pris en compte, mais on devrait aller vers ça aussi. Ce n'est pas une fatalité parce que souvent, quand on entend parler de myome et de kyste, on pense déjà au cancer et qu'on sort. Donc, c'est peut-être cela aussi qui explique cet affolement chez les femmes. Oui, mais je pense que la question de la fertilité en Afrique noire, en tout cas, elle est très importante. Quand il n'y a pas d'enfants, il y a beaucoup de pression. Donc, tout le monde, même les gens qui n'ont pas le droit, vont se permettre de parler, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a une réelle pression, en fait, quand il y a un désir de grossesse. Donc, je pense que c'est aussi la principale raison pour laquelle on s'affole. Parce qu'on pense que si on a ça, peut-être on ne peut pas avoir d'enfants. C'est pas vrai. Possibilités. C'est pas vrai. Mais est-ce qu'on peut prévenir le syndrome des ovaires polykystiques?
Pour prévenir, il faut vraiment bien connaître les causes, alors que les causes ne sont pas bien connues. Mais il y a une chose qui est sûre, la question du poids, Il ne faut pas grossir. elle est importante. La question du poids, elle est importante. Éviter les pilules contraceptives et autres. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je pose la question. Non, non. Le problème, ce n'est pas la question de la pilule. C'est de pouvoir avoir une hygiène de vie qui vous permet de ne pas avoir un indice de masse corporelle raisonnable, en fait. Si on a trop de gras, même chez l'homme, l'embonpoint diminue la fertilité, c'est clair et net. Voilà. Donc, déjà, si on doit prévenir, c'est ça, les mesures d'hygiène, l'hygiéno-diététique, comment on mange, quel poids on a, est-ce qu'on fait du sport et tout ça. Et de l'autre côté, la question des perturbateurs endocriniens aussi, aujourd'hui, il y en a partout. C'est vrai qu'on ne les connaît pas encore bien, mais on sait qu'ils perturbent énormément dans les défrisants. Les défrisants? Oui. Pour les cheveux? Pour les cheveux, oui. Il y a beaucoup de certains perturbateurs endocriniens ont été mis en cause dans certains déséquilibres hormonaux. Par exemple, pour les myomes, il y a une étude qui en a parlé aux États-Unis, même si les recherches continuent. Dans les produits dépigmentants, il y a des perturbateurs endocriniens. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, en même temps, on ne va pas se dépigmenter et en même temps dire, oui, j'ai des troubles hormonaux. Donc, il faut réinitialiser la machine, il faut déjà arrêter ça. Ça permet déjà d'éliminer certains éléments qui pourraient perturber aussi notre système hormonal. Donc, c'est en quelque sorte des gestes qu'on pose tous les jours qui nous créent des problèmes plus tard. Oui, c'est des cofacteurs. On ne sait pas. Oui. Maintenant, vous savez un peu. Oui, on sait un peu. Mais moi, j'ai une préoccupation de plus en plus quand les femmes là se plaignent d'infertilité et autres, et on leur propose beaucoup plus les traitements traditionnels. On ne mesure rien, bon, on dit, j'ai essayé ici, ça a marché. Et donc, même si les femmes, elles vont à l'hôpital, le gynéco fait son ordonnance, surtout avec le développement des réseaux sociaux. Tout le monde pose son problème sur Facebook et autres. Et il y a un kudam quelque part qui lui dit, bon, moi, je traite ça. Et sans réfléchir, on se lance. Qu'est-ce que vous pensez de ces traitements? Et les femmes, toutes courent vers ces traitements traditionnels. La vérité, c'est que déjà, je ne connais pas vraiment ces traitements. Donc, c'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais on a quand même certains indices. Quand un seul produit peut traiter 50 000 maladies, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il y a un problème dans ce que la personne dit. Maintenant, par expérience sur le terrain, il y a beaucoup de gens, je me rappelle même sur ma page professionnelle où j'ai parlé des fibromes, il y a des gens qui m'ont écrit une box pour dire non, on est en Afrique, il y a des choses chez nous, moi je traite ça. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous avez des femmes qui ont des fibromes, je leur fais des échos gratuitement. Vous allez traiter et moi après j'évalue. Si vos produits marchent, on va faire des recherches et on va voir et on va publier, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est moi qui vais faire votre promotion. Mais quand il faut passer aux choses concrètes, on ne voit personne. En fait. Donc moi je vais dire que je suis très prudent par rapport à ça et moi je ne le conseillerais pas. Je ne le conseillerais pas. Maintenant, si c'est un choix, si on décide de le faire, on prend ces risques, on le fait. Mais après aussi, il ne faut pas prendre les plantes. Vous savez, les plantes, ce qu'il y a dans les médicaments, c'est ce qu'il y a dans les plantes. Oui. Le vrai problème, c'est de pouvoir faire des études sérieuses et qu'on puisse effectivement dire, oui, ceci traite ceci. Si la personne le fait, il a ses brevets, il sera même milliardaire à la limite. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a aussi la question du dosage. Oui, quand on dit étude, ça veut dire voir les doses qu'il faut. Il y a des protocoles pour ça. On ne se lève pas et voir si éthiquement, on ne va pas mettre des produits qui vont aussi tuer les gens. Et on va dire non, c'était une étude. Voilà. Parce que les femmes là, bon, peut-être en voulant régler un problème, elles peuvent se causer encore d'autres problèmes. Elles peuvent se causer d'autres problèmes et on en voit tous les jours. Il y a des gens qui ont un petit fibrome à l'intérieur de la cavité qu'on a vu tourner pendant 10-15 ans, de tradit en tradit. Oui, on va vous donner ça, oui, prenez telle chose, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais elles sont là. Le temps passe et après 45 ans, on se rend compte que c'est un petit fibrome de rien du tout, qu'on aurait pu réséquer facilement. Mais à 45 ans, à ce moment, il n'y a plus de follicules, on est pratiquement en ménopause. Et ça devient compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a cotisé, on a mis de l'argent à gauche, à droite pour rien.
Merci beaucoup à vous, docteur Zaïd. On l'a tout dit, l'infertilité, on en a parlé, c'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui. En quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redonner le sourire à ces femmes qui ont un désir d'enfant, mais qui n'y arrivent pas? Moi, je pense que de façon générale, il faut que nous fassions tous, y compris moi, attention à notre hygiène de vie. La question du surpoids, la question des perturbateurs endocriniens, la dépigmentation, le défrisage des cheveux, toutes les substances chimiques, les soi-disant tisanes pour maigrir à gauche, à droite, qu'il y a partout. Il y a déjà ça, il faut faire attention. Maintenant, quand on a des problèmes, allez consulter. Maintenant, quand vous allez consulter, il y a des gynécos, il y a des gens qui sont plus orientés fertilité, il y a des gens qui sont plus orientés cancéro. Les gens vous orienter. Si les problèmes sont sérieux, au fur et à mesure, on va vous orienter vers des gens plus spécialisés. Voilà. Si ce n'est pas possible au Bénin, vous irez là où c'est possible. Voilà. Il faut Merci consulter. beaucoup à vous. Je vous en prie. C'est gentil. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.